Bienvenue, c'est Business, le magazine économique du Grand Est, une émission réalisée en partenariat avec la région et les 4 télévisions locales du territoire, via Mirabel, via Vosges, Canal 32 et Alsace 20. Je vous propose aujourd'hui une nouvelle édition spéciale de votre magazine économique Business. Vous le savez, la région Grand Est a été fortement impactée par la crise du Covid-19 et les entreprises comme les organisations ont dû s'adapter et innover pour assurer leur continuité, mais aussi pour préparer la reprise. Alors justement, comment s'opère cette reprise? Comment la région peut-elle l'accompagner? Voici quelques éléments de réponse dans les reportages et les témoignages de cette émission. Les 2 mois de confinement que nous venons de vivre ont généré l'arrêt partiel ou total d'activité de bon nombre d'entreprises, notamment dans le BTP. Mais depuis le 11 mai, la reprise du secteur s'est amorcée en suivant notamment les règles de prévention et de sécurité de la filière. C'est le cas dans les Vosges, à Moyen-Moutier, sur le chantier du futur centre hospitalier intercommunal des 5 Vallées, où sont appliquées des règles sanitaires très strictes, lavage des mains, prise de température, questionnaire sur l'état de santé et port du masque obligatoire, comme on va le voir dans ce reportage signé Marie-Danielle Rogovitz et Aurélie Colombel pour Via Vosges. Après 2 mois de confinement, la reprise s'est amorcée dans le BTP en suivant entre autres les préconisations de l'organisme de prévention et de sécurité de la filière en accord avec les partenaires sociaux, comme ici à l'entrée du chantier du futur hôpital de Moyen-Moutier, où le lavage des mains, la prise de température, un questionnaire sur l'état de santé et le port du masque sont obligatoires. J'appréhendais cette reprise parce que on a toujours peur d'être contaminé, et puis peut-être qu'on peut attraper une forme sévère du Covid-19. Donc voilà, je pense qu'il faut qu'on reste très vigilant, qu'on respecte les gestes barrières, qu'on se protège, notamment avec les masques. Pour l'entreprise mandatée et une 50aine de sous-traitants, le redémarrage des travaux est un soulagement. Une 40aine de salariés sont déjà sur le site. Aujourd'hui, on est à peu près à 40% de l'activité et on espère que d'ici une semaine ou deux, on ne sera pas loin des 100% de la pleine activité. Dès la mi-avril, les services de la préfecture avaient préparé la reprise avec les collectivités, ce qui a permis d'assurer la sécurité. On a également mis en place, avec l'aide du conseil départemental, un fonds de compensation pour les surcoûts liés à la dotation de ces équipements de protection individuelle pour les entreprises, pour les chantiers qui sont à la main des collectivités. Le centre hospitalier intercommunal des 5 Vallées de Moyen-Moutier sera la fusion des établissements de Senones et Raon-l'Étape qui ne sont plus aux normes. Cette nouvelle structure avec 288 lits, EHPAD, soins de suite et de réadaptation, accueil de jour, soins infirmiers à domicile, comportera des petites unités et des lieux de vie. L'hôpital de Moyen-Moutier est un des chantiers prioritaires du département. Sa livraison est espérée dans 1 an. Le secteur du BTP n'est évidemment pas le seul à avoir été impacté par la crise. Si certains secteurs ont pu reprendre leur activité avec plus ou moins de contraintes, d'autres attendent encore de le faire, comme la restauration par exemple. En tout cas, toutes les entreprises, petites ou grandes, ont dû faire face à une situation inédite et s'adapter. Je vous propose 2 exemples de cette adaptation dans l'industrie, 2 entreprises alsaciennes, 2 PME qui emploient chacune plus d'une centaine de salariés. La première, dirigée par Philippe Hébert d'Angel Automobile, est implantée à Sentheim, dans le Haut-Rhin. La PME transforme en 4x4 les véhicules utilitaires de nombreuses marques et exporte à plus de 80% sa production en Europe. Fondée de son côté en 1876 et dirigée par Fabrice Urban, l'entreprise Kiri est basée à Schiltigheim et Duttenheim dans le Bas-Rhin. Elle fabrique des échangeurs thermiques et des équipements hydrauliques pour les industries de l'énergie, du transport et de la défense en France comme à l'international. Alors quel a été l'impact du confinement sur l'activité de ces 2 PME? La réponse en images. Alors, comme nous sommes dans la filière automobile, nous avons été particulièrement touchés par cette crise. Nos partenaires, donc Peugeot, Citroën, Opel, Fiat et aussi Toyota actuellement, le flux a été stoppé lorsque les transports de véhicules ont été arrêtés, les usines terminales ont été arrêtées. Et donc, nous avons subi de plein fouet cette crise en passant de 100% à 0 sur une période relativement longue. La région et BPI nous ont très bien accompagnés. Heureusement qu'ils sont là, c'est vraiment des partenaires, ainsi que les banques qui ont joué le jeu. Et donc, on se retrouve avec des prêts qui étaient déjà lancés avant pour développer notre gamme électrique, qui ont été honorés par les banques, mais également des prêts rebonds et un prêt atout au niveau de BPI qui permet de sécuriser la trésorerie. Ensuite, il y a aussi l'activité partielle qui nous aide à passer cette crise très difficile. Et pour cela, nous l'avions anticipé en passant de 2 à 1 équipe.
Alors, l'impact, dans un premier temps, a été énorme, puisque ça a été un choc pour tout le monde, c'est-à-dire en quelques jours, toutes les chaînes logistiques se sont arrêtées, il n'y avait plus de fournisseurs, plus de clients, plus personne pour répondre. Donc, on a quasiment arrêté notre activité pendant une dizaine de jours. Je dis quasiment parce qu'il y a toujours eu une permanence dans l'entreprise. Et puis, à partir du 6 avril, on a recommencé la production progressivement. Donc, d'abord avec 10%, puis avec 20%, puis 30% du personnel, avec évidemment des règles sanitaires très strictes, mise en place du télétravail. Et depuis le 6 avril, on croît régulièrement et pour revenir quasiment à la normale fin du mois de mai. Dans cette crise qui a été très violente, globalement, tous les acteurs ont pris leurs responsabilités. C'est-à-dire que ce soit l'État, l'URSSAF, la région, la BPI, les banques, tout le monde a joué le jeu. Et donc, on n'a pas eu de crise cardiaque, ou du moins, on a eu un accident cardiaque, mais on s'en est sorti. Je crois que maintenant, pour filer la métaphore, on a survécu à l'arrêt cardiaque, il faut essayer de ne pas mourir de faim. L'impact a donc été fort pour ces deux PME qui ont survécu à l'arrêt cardiaque mais qui ne doivent pas maintenant mourir de faim, comme le dit lui-même Fabrice Urban. Justement, comment nos deux dirigeants voient-ils la reprise et surtout l'avenir de leur activité? Nous leur avons aussi posé la question. Alors les concessions sont ouvertes, les clients, principalement des administrations avec lesquelles nous travaillons, puisque vous savez que nos produits 4 roues motrices sur la partie utilitaire sont fortement pour l'étranger, donc la Scandinavie qui a besoin de nos véhicules. Donc on espère être dans une niche qui permet de passer au-delà de la crise et on espère revenir courant 2021, mais pas sur 2020, ce sera trop dur, au même régime que nous avons eu puisqu'on a eu ces dernières années une forte croissance. La Scandinavie résiste plutôt pas mal, il repasse déjà des commandes et puis la France a été quand même fortement stoppée, on va voir maintenant comment ça redémarre. Il y a des commandes avec nos partenaires PSA, on échange régulièrement et on sera content de répondre aux différents besoins des administrations. Je peux en citer quelques-unes, l'ONF, Veolia, tout ce qui est lié à la Poste, les énergies, donc c'est des clients sur lesquels on peut fonctionner. Et là, dans les pays de l'Est, on a pas mal d'appels d'offres en ce moment sur des ambulances 4x4, peut-être liés également au contexte. Pendant cette crise, on a profité aussi de ce moment pour organiser d'une part du télétravail, mais aussi du travail sur site pour avancer sur des sujets importants comme l'hybridation de nos véhicules utilitaires, puisqu'on est complètement dans cet esprit RSE et on a mis même si on a arrêté la production, on a mis ce temps au bénéfice de la recherche et développement sur la partie hybridation de nos véhicules. C'est clairement dans cette voie que l'on se dirige, ça sera pour 2023-2024 et donc c'est aujourd'hui que cela se gagne. Pour nous, ce qui est important, c'est de reprendre l'activité. On avait un gros carnet de commandes, donc dans le court terme, on n'a pas du tout de problème de charge et il faut reprendre l'activité. Recommencer à aller voir nos clients, à solder les projets, à expédier. Les pays à l'export progressivement reprennent. La Chine, qui est un de nos gros clients, reprend progressivement, mais reprend. L'Allemagne a globalement moins baissé qu'en France. Il n'y a pas eu d'arrêt total comme en France. Aujourd'hui, elle reprend progressivement. D'autres pays comme l'Italie ou l'Espagne sont beaucoup plus à l'arrêt encore. La crise est apparue à un moment où l'activité était très élevée. Donc, début 2020, c'était une période plutôt faste pour l'industrie. Ce niveau d'activité, il est probable qu'on ne le retrouve pas avant 2021, voire 2022. Maintenant, entre un niveau d'activité très haut et pas d'activité, je veux dire, il y a toutes les nuances de gris. Et pour nous, l'important, c'est de tout faire pour qu'on soit plutôt du côté blanc que du côté noir. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est clair que plus personne ne vise un niveau d'activité très élevé. Par contre, on se bat tous pour avoir un niveau, entre guillemets, normal qui permette aux entreprises de continuer à fonctionner normalement. Pour faire face à la crise, on l'a vu dans de multiples domaines, certaines entreprises ont proposé des produits ou des services qu'elles n'offraient pas en temps normal. C'est le cas par exemple de l'entreprise messine Procedo, spécialisée dans la sécurité et la télésurveillance. Dès le début du confinement, la PME a réorienté son activité pour commercialiser des caméras thermiques qui détectent à distance la température du corps humain.
Objectif, identifier les personnes dont la température corporelle dépasse les 38 degrés, un des symptômes du Covid-19. Et cette innovation intéresse encore plus fortement aujourd'hui les collectivités et les entreprises en cette période de déconfinement. Les explications dans ce reportage de Gaël Thiss pour Via Mirabel. Température normale, vérification réussie. Si, imaginons, je viens avec une source de chaleur. Température anormale. La température est en rouge. Température anormale. Détecter les cas de fièvre jusqu'à 5 mètres de distance et en moins d'une seconde, c'est le rôle de ces caméras thermiques, une technologie déjà utilisée en Chine qui fait son entrée sur le marché français. Dès le début de la crise sanitaire, cette société messine, spécialisée dans la sécurité, adapte son activité. Elle est alors l'une des premières à tester et commercialiser ce genre de produit. D'habitude, on installe des systèmes de sécurité électronique, de la vidéosurveillance, du contrôle d'accès et de la détection intrusion. Évidemment, dès le début du confinement, tous nos chantiers se sont arrêtés. Ça a été un petit peu difficile pour notre entreprise et le fait qu'on puisse proposer à nos clients ces caméras thermiques de détection de fièvre, ça a été une grande bouffée d'oxygène. Si on n'avait pas fait ça, notre chiffre d'affaires installation aurait été 0 en mars, avril et peut-être mai. En 2 mois, la société vend près de 60 bornes de caméras thermiques. La grande distribution, les sites logistiques et industriels, mais aussi les chantiers du BTP, dont les activités ont dû continuer au plus fort de la pandémie, ont été les premiers acheteurs. Par rapport à un thermomètre frontal classique, on respecte à 100% la distanciation sociale. C'est très rapide puisqu'on est dans un flux vidéo continu. Et on a une grande précision de ce capteur aussi, de l'ordre de 0,5 degrés. En cas de fièvre, charge ensuite à chaque entreprise de dicter ses règles. Température normale. Merci de porter un masque. Et un autre modèle peut aussi détecter le port de masque et même être directement relié à un portique de filtrage des accès. On a vu au niveau national des villes qui ont installé des caméras pour détecter le port de masque. Nous, on a proposé dès la semaine dernière à la ville de Reims d'installer des caméras thermiques sur les centres de distribution de masques. Conformément à la réglementation, ces caméras n'enregistrent aucune donnée. Mais le système a ses limites puisqu'il ne détecte pas les malades asymptomatiques. Il ne peut donc en aucun cas remplacer les campagnes de dépistage. On a vu tout à l'heure avec Dangel Automobile et Kiri que le soutien d'un certain nombre de banques ou de structures d'accompagnement avait été important pour les entreprises. Nous nous sommes donc intéressés à l'une de ces structures, Grand Innov, l'agence régionale d'innovation du Grand Est qui accompagne les entreprises de la région dans leur démarche d'innovation. Nous avons ainsi demandé à Étienne Leroy, le président de Grand Innov, quelles avaient été les actions de l'agence dans ce contexte de crise, notamment vis-à-vis des PME. La première chose que je voudrais dire, moi comme chef d'entreprise et comme président de Grand Innov, c'est qu'on a d'abord protégé nos salariés. On les a mis en télétravail. Ça, c'est la première innovation, le télétravail. Et vous allez voir, ça va tout changer pour nous dans les prochaines semaines. Ensuite, on a été plus que jamais auprès de nos clients. La première chose, c'était de les informer. Donc, période de crise, période d'angoisse, il faut les tenir informés absolument de tout ce qui est disponible pour les aider à gérer la crise, tout ce dont ils ont besoin pour leurs salariés. Et comme on a plus de 300 clients actifs chez Grand Innov, on les a tous appelés et puis on s'est mis à leur disposition et effectivement, on leur a fourni des informations essentielles. Les startups, vous savez que les startups, c'est vraiment, on se concentre là-dessus et les startups ont été particulièrement touchées dans cette période. Donc, nous les avons accompagnés au plus près. On a 24 startups. Et on a mis des conseils et des formations en place. Il y avait du temps pour les formations. Alors, contribuer à l'effort collectif aussi de l'écosystème. Donc, Grand Innov participe à la task force organisée par le président de région et la préfète de région. Et là, actuellement, nous assumons le secrétariat de Business Act. On a aussi contribué au projet du pôle textile. Alors, le pôle textile sur le matériel de protection et la fabrication de 700 000 masques qui ont pu être livrés aux collectivités locales. Grand Innov a aussi participé à l'action collective de la French Fab Grand Est. C'est réseau d'entreprises engagées dans la transformation de l'outil industriel français pour accompagner les industriels dans la crise. Il s'agit de régénérer notre outil industriel. C'est le moment ou jamais. Ce moment de la crise est finalement un moment de tournant
et on va aider les industriels à le franchir. Et puis enfin, je dirais le grand projet emblématique, c'est la plateforme Plus Fort Grand Est, dont l'opérateur est Grand Innov au service de la région. Voilà, Étienne Leroy vient de parler d'un projet emblématique porté par Grand Innov, la plateforme Plus Fort Grand Est. Mais pourquoi la région a-t-elle créé cette plateforme Internet et en quoi peut-elle favoriser la reprise économique? Nous avons posé la question à Lila Merabet, vice-présidente de la région Grand Est. Pendant le pic de cette crise, on s'est bien rendu compte qu'il manquait à la fois aux concitoyens, aux communes, aux entreprises, un certain nombre de solutions. Et on a considéré, parce que la région Grand Est, c'est une région résistante, c'est une région combative, c'est une région qui a de la ressource et du potentiel, que nous avions sur notre territoire sans doute des solutions innovantes qui pouvaient répondre à cette situation totalement inédite. En fait, nous avions, dans le schéma de DevEco de la région, nous avions envisagé d'avoir un outil qui puisse mettre en relation des solutions innovantes et les ETI, par exemple, ou les territoires. Donc, on a été un peu en avance de phase, donc on l'a fait du coup beaucoup plus rapidement que prévu. Plus Fort Grand Est a deux vocations. D'abord, les entreprises innovantes, quel que soit leur statut, vont pouvoir déployer et vendre leurs solutions. Et on est là dans des approches de reprise. Mais on a aussi le fait de se dire, on ne sait pas si on va rester longtemps confiné, déconfiné, enfin tout ceci va dépendre de l'état de la connaissance de la science, parce qu'aujourd'hui personne ne sait. Et donc de dire, il faut qu'on soit dans la continuité de l'activité, et on se dit que quand même, on doit être dans une forme en fait de smart business, qui est de dire, entre nous, on peut se faire progresser. Ceux qui ont besoin de solutions vont les trouver, ceux qui ont besoin de les vendre vont pouvoir les vendre. Et finalement, peut-être qu'on peut dire ça à nos concitoyens qui nous écoutent et qui nous regardent, c'est que les solutions, elles sont en nous, elles sont chez nous. Il faut qu'on croie dans ce magnifique territoire. Et il a fait la démonstration de sa résistance, de sa capacité d'agilité, de créativité. Donc maintenant, chaque achat est un emploi, donc c'est maintenant qu'il faut y aller. Chacun de nos achats est un emploi, ce que vient de dire Lila Merabet, mais notre propre consommation n'y suffira sans doute pas. Alors pour renforcer la dynamique de l'offre et de la demande, la région Grand Est et l'État viennent de lancer la co-construction d'un plan de reprise, un Business Act post-Covid pour le Grand Est, en associant toutes les forces vives de la région. Isabelle Héliot-Couronne, présidente de la commission développement économique de la région Grand Est, nous présente les objectifs, les grandes lignes et l'échéancier de ce cadre stratégique, en revenant également sur la relocalisation d'activités que va favoriser la région. Alors, le Business Act Grand Est, c'est avant tout une démarche impulsée conjointement et par la région Grand Est et par l'État à travers la préfète de région, pour traiter en fait des impacts de la crise que nous traversons. Donc il nous a semblé intéressant de pouvoir fédérer l'ensemble des compétences, l'ensemble des énergies pour bâtir un plan de reprise. Un plan de reprise qui se veut avant tout une démarche économique ouverte, représentative des acteurs économiques, donc en emmenant avec nous les chefs d'entreprise et les acteurs économiques, c'est-à-dire les branches professionnelles, les consulaires et voilà, tous ceux qui font ou qui contribuent en tout cas à l'économie. En 2016, nous avions co-construit dans le même type de méthode d'ailleurs, le SRDE2I, cette stratégie au service du développement économique. Il est nécessaire après cette crise, de pouvoir adapter nos politiques publiques, donc de pouvoir ajuster le SRDE2I très clairement. Il s'appuie sur les trois thématiques que nous avions inscrites dans le SRDE2I, à savoir la transition écologique et environnementale, la transformation numérique, au service de la performance industrielle et de la performance de l'entreprise. Alors, effectivement, le cadre est assez contraint. Il s'organise autour de 4 masterclass qui sont animés par la préfète de région et par Jean Rotner, le président de la région. Il s'organise autour d'un groupe contact qui est chargé de faire la synthèse, en fait, des 22 groupes de travail thématiques, ces groupes de travail thématiques étant à chaque fois présidés par un chef d'entreprise. Et puis, bien entendu, des contributions
qui vont être des contributions libres, qu'il est tout à fait possible de déposer sur une plateforme. Ce Business Act sera présenté et voté par l'Assemblée plénière de la région le 18 juin. Alors, Isabelle Héliot-Couronne, il y a aussi un autre point important que vous avez, que la région promeut déjà depuis quelque temps, y compris dans ce contexte de crise, c'est la relocalisation d'activités industrielles. Nous non d'ailleurs avec le pacte de relocalisation. En quoi ça consiste ce pacte ? Alors, clairement, la relocalisation, elle ne se décrète pas. Elle va là aussi se construire. Et l'idée, plutôt que de parler de relocalisation, c'est peut-être de parler de redéveloppement ou en tout cas de réindustrialisation et une réindustrialisation vraiment tournée vers l'économie du futur, j'ai envie de dire, pour rendre les entreprises et l'industrie notamment encore plus agiles, plus résilientes, plus compétitives. Et clairement, moi qui suis auboise, on l'a vécu pendant cette période avec notamment nos entreprises textiles qui n'avaient jamais fabriqué de masques jusqu'à présent et qui se sont mises à fabriquer des masques. C'est peut-être plutôt cette agilité, donc ça veut dire favoriser l'entrée de la technologie encore plus dans nos industries, encore plus bien entendu l'excellence environnementale dans nos entreprises, dans nos industries, pour justement leur permettre d'être résilientes, d'être très agiles dans leur production et surtout très réactives par rapport à la demande du marché. Pour mettre en valeur la nécessaire agilité des entreprises, Isabelle Héliot-Couronne vient de faire référence aux entreprises textiles auboises. En effet, après les masques en tissu confectionnés dans l'Aube, à partir du savoir-faire local, des masques jetables vont aussi être produits grâce à la start-up BioSerenity. L'entreprise spécialisée dans les dispositifs médicaux connectés s'adapte en effet au contexte et va produire quotidiennement entre 500 000 et 1 million de masques chirurgicaux et FFP2 en créant au passage 150 emplois en CDD et en intérim. Les détails dans ce reportage signé Pauline Hermite pour Canal 32. Objectif, produire 500 000 masques chirurgicaux et FFP2 chaque jour dans ces locaux de la Technopole de l'Aube. La start-up BioSerenity s'est lancée ce pari en parallèle de son activité principale. On est une start-up spécialisée dans les dispositifs médicaux. Notre rôle, c'est d'accompagner le patient, mais aussi les personnels soignants. Et quoi de mieux que les accompagner aussi dans le cadre de cette crise au travers de ce qui leur fait cruellement défaut aujourd'hui, c'est-à-dire les masques et tous les équipements de protection. Aujourd'hui, notre ADN, c'est d'apporter des choses assez techniques qui vont vraiment dans le sens de l'innovation. Et notre objectif, il est justement d'aller dans l'innovation, y compris sur cette activité. Désormais pour Sérénité Protection Santé, c'est le nom de cette usine de campagne. L'objectif est de recruter du personnel pour fabriquer ces masques. 150 postes à pourvoir très rapidement pour travailler sur 11 lignes de production qui fonctionneront 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Majoritairement des opérateurs de production, des profils liés à la maintenance et à la mécanique, liés au fait effectivement à l'expertise qu'il faut sur ces lignes de production et des profils aussi qualité puisqu'on a pour la partie des masques chirurgicaux des dispositifs médicaux en production. Donc on doit avoir ce label qualité des dispositifs médicaux. Une nouvelle activité imaginée en 2 mois qui crée des emplois et qui sollicite les acteurs du territoire. Car la production sera installée ici au sein de l'entreprise Levisis, une start-up spécialisée dans le stockage d'énergie. Elle va donc partager ses 4000 m² en attendant la reprise de son activité et le développement de nouveaux projets à l'étranger. En temps normal, il aura peut-être fallu 1 an et demi pour avoir toutes les autorisations. Là, ça a été fait en 4 semaines. C'est-à-dire qu'en 4 semaines, les autorités sanitaires ont dit oui, les machines ont été trouvées, le local a été trouvé, le cheminement, tout ça, ça a été fait en un temps très très court. La production a déjà démarré et est prévue jusqu'à minima la fin de l'année. Voilà, c'est la fin de cette édition spéciale business, presque déconfinée, en tout cas à l'air pur et sous un ciel bleu. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro de Business, votre magazine économique régional. Et d'ici là, prenez soin de vous.